Nous faisons face à un des marchés haussiers les plus détestés de l'histoire. Détesté car les incertitudes sont immenses, détesté aussi car l'économie de ce monde est en train de souffrir et détesté encore car la politique du monde est finalement menée par quelques hommes plus ou moins exubérants. Et pourtant, ce marché continue de monter encore et encore. Est-ce que cela peut durer pour aller chercher de nouveaux sommets historiques? C'est toute la question à laquelle nous allons tenter de répondre ensemble dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle vidéo bourse, trading et investissement qui s'intitulera cette semaine vers les sommets, point d'interrogation. Comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif, qui ne constitue en rien un conseil, que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de vos trades. Pour me suivre sur tous les réseaux sociaux, vous avez tout qui s'affiche sur votre écran. Pensez toujours à activer la clochette, bien sûr YouTube, afin de recevoir une notification dès lors que je publie une nouvelle vidéo sur la chaîne. Je rappelle, pour celles et ceux qui veulent se former d'abord gratuitement, que vous avez à votre disposition un espace membre que je vais encore plus enrichir d'ailleurs cet été dès que j'aurai un petit peu de temps. Formation continue, c'est gratuit, encore une fois, on est déjà plus de 700 membres inscrits, donc vous avez pour le moment 4 catégories, il y en a d'autres d'ailleurs qui vont venir s'ajouter dans les prochains mois, bourse, gestion privée, etc. Et par exemple, dans la catégorie bourse, vous pouvez retrouver des modules de formation, des modules très rapides. L'objectif, c'est d'avoir des modules qui vous forment en 3, 4, 5 minutes maximum, des extraits de webinaires, des choses comme ça. On va dire des informations un petit peu intemporelles qui vous permettent d'avancer, de vous former. Donc je vous invite vivement à rejoindre l'espacement. Bien entendu, celles et ceux qui veulent aller plus loin dans l'accompagnement, dans la formation, on propose 2 programmes. MTT Trading Premium pour les plus affûtés, on va dire, les plus avancés parmi vous. Et puis de toute façon, pour celles et ceux qui veulent démarrer avec une vidéo exclusive tous les week-ends, avec des audios tous les soirs, avec un accès, on va dire, à l'essentiel des marchés, eh bien, nous avons désormais notre formule un petit peu low cost, MTT Découverte. Vous avez tout, bien sûr, sur le site du podcast de la bourse.fr. Je remercie évidemment chaleureusement mes partenaires qui m'accompagnent dans la création de ces contenus. Bien entendu, je vous l'ai dit, et ce sera annoncé dans la newsletter cette semaine, on va programmer désormais du contenu sur les matières premières, et je remercie d'ailleurs Jean-François Faure de aucoffre.com qui va rejoindre l'équipe de la table des investisseurs pour vous proposer encore une fois du contenu gratuit. On passe désormais au programme de cette vidéo qui est bien évidemment encore, comme d'habitude, chargé. Alors, au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est un petit changement, on est jeudi, d'accord? Donc, jeudi après-midi. Donc la vidéo devrait être diffusée dans la soirée, j'imagine. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Donc là, bon, on va dire, c'était un petit peu obligé de le faire ce jeudi soir, mais ça fait plusieurs fois que certains me proposent également de faire des vidéos le jeudi soir pour avoir une journée supplémentaire pour faire l'analyse de la vidéo et décortiquer ça tranquillement. Vous me direz, de toute façon, on verra bien en fonction du nombre de vues, etc. et des interactions, mais dites-moi en commentaire, si de temps en temps faire le jeudi soir, c'est quelque chose qui peut vous arranger aussi. Moi, ça me dérange
dérange pas, après tout, de temps en temps, de faire une vidéo le jeudi soir. Encore une fois, si ça vous laisse un jour supplémentaire pour étudier un petit peu les différentes configurations, eh ben allons-y. Moi, vous le savez, ces contenus, c'est des contenus gratuits. L'objectif de ces contenus, c'est que ça vous fasse plaisir, que ça vous aide et que ça corresponde à vos besoins, vos envies. Le jour où vous aurez plus besoin de vidéos hebdomadaires, j'en ferai plus, tout simplement. Pour le moment, je crois que c'est encore le cas, donc on continue. Et si on peut améliorer, eh bien, allons-y avec grand plaisir. Donc voilà, pour la miniature, on me demande souvent si c'est moi qui fais mes miniatures. Je fais tout, hein. Je fais tout, donc oui. Les miniatures aussi, alors je suis désolé, elles sont ce qu'elles sont, hein. J'imagine qu'on peut faire beaucoup mieux. Mais c'est du boulot, faire des miniatures, imaginer, créer, etc. C'est du travail. Parfois, une miniature, ça peut prendre 5 minutes, comme ça peut prendre des heures. Bon voilà, j'essaie toujours de faire des trucs plus ou moins rigolos, plus ou moins sympas. Toujours essayer de donner le sourire parce que c'est avant tout l'objectif bien sûr de ces vidéos là. Bien sûr, dans cette vidéo nous parlerons bien de l'actualité économique, macroéconomique. Nous aurons également une question de la semaine très intéressante et puis bien sûr on passera aux actions, on passera au CAC Small également qui a atteint les objectifs qu'on s'était fixés, soit le comblement du gap de la dissolution de l'Assemblée nationale de l'été dernier. Nous y reviendrons. Et puis on parlera donc des actions elles-mêmes avec du Airbus, Essilor, Stellantis, Alstom, LVMH, Kering, TEP, Soitec, Sanofi, Solution 30, ST Micro, Air France, XFAB, Française Énergie qui semble vouloir décoller, Galapagos, Voltalia, Atos, beaucoup plus spéculatif, Sword, Eutelsat, on parlera également de Clara, Nova, Rémi, Cointro, on fait le suivi, qui a fait une petite relancière, Dassault Systèmes qui a cassé par le bas mais c'est pas encore mort, on y reviendra. Alors, Swinsco, voilà, c'est une action belge que je suis, j'en ai jamais parlé, je crois. Ça fait un petit moment que je la suis, plutôt pas mal, la config de CRSI, qui a bien progressé. Aux immunos, c'est plus spéculatif, tout comme Nanobiotics, Worldline, toujours en difficulté, Fugro, qui est toujours en difficulté, mais qui a un tout petit peu de mieux, et Ivance. Également, on partira aux États-Unis avec StoneCo, dont on a fait le suivi la semaine dernière, et puis on regardera Danaher, Netflix, PayPal, qu'on n'a pas fait depuis longtemps, Alibaba, qu'on n'a pas fait depuis longtemps également, vous m'avez demandé le suivi, Nike, et bien entendu, le suivi de Nvidia. Je vous parlerai également du titre à suivre, oui, je l'ai noté. Oui, c'est bon. Et bien entendu, on parlera également, je vous proposerai le screener Trend Following. Voilà les amis, comme d'habitude, merci du fond du cœur pour vos soutiens, merci du fond du cœur pour vos relais, pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages sur les différents réseaux sociaux. Je vois qu'il y a de plus en plus de monde. Évidemment, les anciens, je les salue toujours en premier parce que certains me suivent depuis 3-4 années désormais sur les réseaux et chaque semaine, eh bien, ils partagent mes contenus. Donc merci beaucoup d'abord à eux et puis merci à ceux qui rejoignent l'aventure. On attaque donc avec eh bien d'abord le résumé de la semaine. Alors le résumé de la semaine, et je vais activer ma webcam, voici me voilà. Donc d'abord, petit point sur le mois qui vient de s'achever. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons attaqué un nouveau mois boursier. Le mois de mai, qui était un mois habituellement moyen plus, s'est transformé finalement sur un mois plus, je dirais, hein, puisque la performance, sauf erreur de notre part, est de 2,1% sur le mois de mai pour le CAC 40 et de 7,1% pour eh bien, le CAC Small. Vous le savez, les Small, on en a tellement parlé, bon voilà, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit. Par contre, il va y avoir quelques petits changements sur les CAC Small, je vais y revenir dans l'analyse tout à l'heure. Pour autant, en effet, la surperformance des small caps, on le verra également sur la slide suivante, eh bien, a été remarquable et remarquée d'ailleurs, donc très intéressant finalement. C'est la raison pour laquelle aussi il y a beaucoup de gens qui se disent tiens c'est bizarre cette année je performe bien en swing trading, je performe bien sur mes small caps. Et oui, parce que le flux est davantage sur les small caps. C'est pour ça que vous avez ce sentiment parfois d'avoir de la surperformance, contrairement à des actions peut-être un petit peu plus connues, qui sont voilà, plus dans du zigzag, mais ça aussi, vous le savez, ça fait partie du scénario global qu'on s'est donné. Donc pour le moment, ce scénario est respecté à peu près à la lettre. Donc voilà, pour le mois de juin, donc le mois qui vient, le mois de juin habituellement est un mois un petit peu plus compliqué. D'abord pour le CAC 40. Voilà, on va dire que c'est bon, c'est plutôt moyen, et un tout petit peu plus compliqué de manière supplémentaire pour le CAC Small. Et je pense que
sur le mois de juin, notamment pour les small, ça risque d'être un petit peu le cas avec, je pense que la performance va être moins élevée, je vais y revenir un petit peu plus tard. Ce qui est aussi important, c'est de mesurer l'écart de performance depuis le 1er janvier entre le CAC 40 et le fameux CAC Small. L'écart de performance est immense et vous avez vu sur la partie, la troisième partie, la partie du bas, l'écart de performance entre le CAC Small et le CAC 40 qui, elle aussi, a été quand même importante. Donc certes, le début d'année a été plutôt en faveur du CAC 40, mais depuis 3 mois, c'est le contraire qui se passe. Quelle va être la suite? Je vais vous donner mon opinion. Mais voilà la réalité des faits de manière objective. J'en profite pour remercier Antoine, qui est le statisticien de MTT, qui nous fait ce genre d'infographie toujours extrêmement intéressante. Au niveau de la saisonnalité, parce que là aussi c'est intéressant, au niveau de la saisonnalité sur les indices, le S&P 500 sur le mois de juin, voilà, dans l'ensemble c'est un mois plutôt positif. C'est beaucoup moins vrai en revanche sur le Nasdaq, donc sur les valeurs tech et les valeurs de croissance, comme souvent d'ailleurs sur les small caps, même si les small caps européennes, on est beaucoup aussi quand même sur de la value. Mais voilà, globalement, c'est un mois un petit peu plus difficile sur la tech. Le mois de juillet, en revanche, est bien meilleur. On aura le temps, bien entendu, d'y revenir. Si on passe indice par indice, évidemment, encore une fois, je me répète toutes les semaines, mais ce ne sont que des statistiques, ce ne sont que des probabilités qui sont faites, bien sûr, pour être démenties. Mais enfin, globalement, il fait froid l'hiver et il fait chaud l'été. Bon, c'est un petit peu vrai quand même aussi sur les marchés. Pour autant, vous pouvez avoir de très belles journées l'hiver, tout comme il peut faire parfois de la pluie et du mauvais temps l'été. Et du froid, parfois. Mais voilà, globalement, quand même, eh bien, les marchés suivent une certaine saisonnalité moyenne et dans ce cadre-là, nous avons effectivement un mois de juin qui est plutôt un mois un peu en zigzag, plus ou moins volatile et on peut s'attendre à une continuation, je dirais, de ce qu'on vit depuis quelques séances, c'est-à-dire soit une fin effectivement de consolidation, de correction et une consolidation à plat, soit peut-être une poursuite de la consolidation. On verra, tout est envisageable, même si, on va le voir, eh bien ça peut être démenti, et d'ailleurs techniquement, il y a quand même des choses intéressantes qui sont en train de se déclencher sur la plupart des indices, dont le CAC 40. Je pense aussi que les performances, encore une fois, on le verra dans les performances indicielles, je pense que, comme je vous l'ai dit, on va être beaucoup moins sur un marché qui va être uniformisé en termes de performance. Il va falloir beaucoup plus, et on le voit dans les performances depuis le début de l'année, il va falloir beaucoup plus regarder indice, par indice, secteur par secteur, zone géographique par zone géographique, parce qu'on risque d'avoir de plus en plus de disparités à ce niveau-là. Donc voilà pour le Nasdaq, donc plus ou moins effectivement de zigzag avant un mois de juillet plutôt sympa. Le DAX, pareil, plus ou moins de zigzag avant un mois de juillet plutôt sympa. Le CAC, lui, c'est plutôt moyen avant un mois de juillet, plutôt moyen plus. Ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, on va être moins enquiquiné par le nombre de publications, car on a un mois de juin qui devrait être un petit peu plus calme à ce niveau-là. Et donc la question que tout le monde se pose, c'est oui, en effet, on constate toutes et tous que globalement sur les indices, le CAC, les gros indices, je parle le CAC, le S&P 500, le Nasdaq, on est sur des constructions d'ailleurs qui sont en train de revenir sur les hautes figures. Mais la question c'est construction très bien, mais avant quoi? Parce que évidemment, au niveau des news, eh bien, on a de quoi, comment dirais-je, hésiter. C'est le moins que l'on puisse dire. Entre, bien entendu, recommandations, l'abaissement, pardon, de la note par Moody's des États-Unis, entre, bien sûr, les différents tweets de Trump, entre bien sûr les fameux droits de douane qui ne sont toujours pas d'ailleurs résolus, eh bien c'est compliqué d'avoir un avis objectif et ferme sur le scénario économique à venir et sur les impacts, bien entendu. Pour autant, clairement, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'Europe est très résiliente. Lorsqu'on regarde eh bien, les performances eh bien, des valeurs et des indices majeurs européens,
on s'aperçoit, il n'y a pas que des Européens bien sûr, mais on s'aperçoit qu'ils sont absolument fabuleux dans l'ordre de réussite. J'ai d'abord l'IBEX, donc l'indice espagnol, qui fait une performance, tenez-vous bien, hein, depuis le début de l'année, d'environ 21%, le DAX évidemment 20%, l'indice italien, le FTSE, qui lui est à 16%, nous avons même l'indice, comment dirais-je, belge également, hein, qui fait du 5%, donc voilà, l'Eurostoxx, lui, 50 est à plus 9, et tout ça surperforme, bien évidemment, le MSCI, voilà, pour le moment. Voilà, donc on a quand même, là aussi, bon, il y a plusieurs phénomènes, hein, bien entendu, hein, il y a les valorisations, il y a plusieurs sujets qui expliquent cette surperformance, hein, bien sûr, hein, depuis le début de l'année. Il faut dire aussi que l'Europe a été tellement massacrée ces dernières années qu'il y a aussi cet effet rattrapage qui est toujours présent. Mais voilà, c'est intéressant de le noter. Est-ce que cela va durer? Je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que c'est quand même globalement probable. L'Europe, donc, toujours résiliente, le taux d'inflation aussi, hein, a fait que ça a bien aidé, puisque le taux d'inflation a beaucoup baissé, puisque nous sommes revenus, ça y est, sur l'objectif qui était des banques centrales, qui était de Madame Lagarde, qui était aux alentours de 2%, puisqu'on est tombé à 1,9% au mois de mai, contre 2,2% au mois d'avril, selon une estimation rapide publiée par l'Office statistique de l'Union européenne. Le taux de chômage corrigé des variations saisonnières était de 6,2% en avril, en baisse par rapport aux 6,3% enregistrés en mars. Donc finalement, ça aussi le marché s'en accommode, parce que le marché se dit, bon, bah, effectivement, les données économiques, elles sont pas terribles sur l'Europe, mais finalement, les taux sont bas, finalement, le chômage n'est pas trop impacté. Bon, pour le moment, étant donné que les valorisations sont toujours quand même sur certaines valeurs, et notamment les small caps qui en ont bien profité, sont toujours parfois intéressantes, ça vaut le coup de les jouer. Et je pense que c'est ce que le marché a joué, notamment ces derniers mois. Les intervenants savent qu'une poursuite du reflux des pressions inflationnistes reste un élément bien sûr essentiel dans l'évolution de la trajectoire des taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne. Bien entendu, le marché se dit aussi que des taux faibles vont créer un semblant de croissance. Évidemment. Donc ça aussi, on se dit, bon, est-ce qu'avec des taux faibles, on va pas revenir au monde d'avant, finalement, c'est-à-dire avant la crise du Covid, hein, où on avait des taux très bas. Et finalement, ça soutenait une croissance molle, mais ça soutenait quand même un semblant de croissance. Et on se dit, est-ce qu'on n'est pas en train de revenir dans ce monde-là? C'est possible. En Europe, c'est possible. Beaucoup moins vrai aux États-Unis. C'est là aussi qu'on va s'apercevoir que très certainement il va y avoir beaucoup plus de disparités, y compris économiques, entre l'Europe et les États-Unis, politique déjà, mais également économique. Donc ça va se surveiller, évidemment. Tout ça, c'est très difficile. Hein. Voilà, on évolue dans un monde qui bouge beaucoup, où, on l'a dit en introduction, les politiques ont un impact énorme. Donc voilà. Évidemment, l'arrivée de Donald Trump également a modifié la volatilité des marchés. C'est pour ça aussi qu'on est sur un marché haussier qui est détesté, parce que la baisse qu'il y a eu au mois d'avril a été soudaine, elle a fait peur à tout le monde, et puis finalement, beaucoup de gens ont vendu dans le creux, et donc ont vendu au plus bas, et donc quelque part détestent ce marché haussier qu'ils ont finalement raté, devant également, évidemment, beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui, depuis 6 semaines de rebond, disent chaque semaine que cette fois-ci c'est le point haut, que cette fois-ci il faut shorter. Et donc évidemment, ça arrivera, ne nous le cachons pas. Mais pour le moment, c'est pas le cas, et pour le moment, les marchés ont repris beaucoup. Je crois que c'est plus de 20% pour le S&P 500 depuis les plus bas. Donc évidemment, ça peut générer, pour ceux qui ont loupé le train, de la frustration. Bon, il y a des indicateurs qu'il faut regarder, c'est toujours les mêmes. Hein. Évidemment, l'économie, c'est un paquebot, et ça ne bouge pas toujours aussi vite que des graphiques en unité de temps 4 heures. Il faut bien le comprendre. Pour autant, demain, alors ça dépend quand est-ce que vous regarderez la vidéo. Si vous êtes déjà vendredi au moment où vous regardez la vidéo, ce sera aujourd'hui. Mais il faudra regarder, bien entendu, le taux de chômage aux États-Unis, qui est attendu similaire au mois d'avril, c'est-à-dire 4,2%. Tant que c'est le cas, tant qu'on est sous 4,4, 4,5 aux États-Unis, je considère qu'on maintient, entre guillemets, le mal, et que la récession, pour moi, est mise en pause, c'est-à-dire reportée à plus tard, plutôt que mise en pause, reportée à plus tard. Donc voilà, est-ce qu'on va avoir une récession? Nous verrons. Moi, je ne suis pas forcément aussi
vous le savez, je ne vais pas vous répéter toutes les semaines, mais je ne suis pas forcément aussi positif que la plupart des économistes qui disent que le risque de récession aux États-Unis est totalement écarté. Je pense que récession possible, stagflation également très possible, donc y compris aux États-Unis, surtout aux États-Unis. D'ailleurs, JP Morgan en a parlé cette semaine, je crois. Donc bon, voilà, tout ça pour dire qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge. Et pour autant, une fois qu'on a dit ça, eh bien, vous avez effectivement un MSCI World qui a fait un nouveau plus haut cette semaine. Donc voilà, c'est un graphique de Vincent Gann que certains connaissent, qui est un très bon analyste d'ailleurs. Donc voilà. Effectivement, on a fait un nouveau plus haut historique, donc ça peut générer de la frustration pour certains. On s'aperçoit également que les actifs risqués, entre guillemets, type évidemment crypto-monnaie, le Bitcoin, pour le moment, il lâche absolument à rien, puisque je dirais même que nous sommes en train d'accumuler sur les points hauts. Donc ça aussi, quand même, c'est étonnant de voir un marché avec autant de résilience, et pour autant les données économiques sont pas forcément hyper positives. On a l'Ethereum également, bon, l'alter ego du Bitcoin qui, lui aussi, après un formidable rebond, eh bien, accumule point haut. On n'a pas de repli pour le moment, hein, par très court terme, bien évidemment, mais on n'a pas de repli majeur pour le moment après le rebond des cryptos et de l'Ethereum. On est loin encore pour moi d'un scénario en euphorie, c'est-à-dire que on l'a vu, hein, notamment sur les cryptos, pour le moment, les alts notamment, pour le moment, ça part pas. Pour le moment, ça veut pas, ça construit tout ce qu'on veut, il y a des tentatives, tout ça, mais pour le moment, ça se solde toujours par des échecs. On recasse pas les niveaux par le bas sur les alts, mais pour autant, on tient quand même les niveaux. Donc ça va s'observer aussi dans les prochaines semaines. Je pense que ça va être un signal fort également. Si les altcoins se mettent à démarrer de manière sérieuse, là, on pourra se dire finalement que le marché va partir sur probablement sa dernière exponentielle. J'y reviendrai. Donc tous les actifs, alors je parle des actifs risqués, mais ce qui est également étonnant, c'est que malgré tout les métaux précieux, et là le silver, je vais pas revenir sur le silver, j'en ai tellement parlé depuis 2 ans du silver, que voilà, mais le silver qui entraîne, bon là c'était le graphe d'hier, qui est en train aujourd'hui de tout péter par le haut, donc on a fait un plus haut également annuel sur le silver, et tout ceci, dans un marché, on pourrait se dire, mais finalement, le marché est limite euphorique. Et pour autant, lorsqu'on regarde les indicateurs, notamment le Fear and Greed, pas du tout. Pas du tout. Le marché n'est pas euphorique, le marché est prudent, je dirais même inquiet, je dirais même parfois apeuré, parce que le marché voit, et il a raison hein, de le voir, il voit que même les indicateurs, notamment en Chine, manufacturiers, sont pas bons. Il voit que effectivement la dette, pareil, effectivement, elle est toujours là. Il voit que la courbe des taux a été inversée. Il voit que les taux, les taux à 10 ans, ils sont toujours extrêmement hauts. Il voit que aux États-Unis, les possibilités d'inflation sont encore élevées. D'ailleurs, vous avez un écart très important en orange entre, la projection, on va dire, qui est faite entre l'inflation aux États-Unis et l'inflation européenne. Donc voilà, et bien entendu, vous le savez, le taux de chômage qu'on verra demain, ce vendredi, donc pour éventuellement si vous regardez la vidéo vendredi. Donc, c'est un marché qui monte devant un mur de crainte. Voilà, c'est la réalité des choses, et c'est la raison pour laquelle, eh bien, ça peut durer encore un petit peu. Parce que tant qu'il y a des craintes, eh bien, ce marché eh bien, a encore du potentiel de hausse. De toute façon, n'oubliez jamais que les marchés haussiers naissent dans l'optimisme, les marchés haussiers naissent dans le pessimisme, justement, et meurent dans l'euphorie. Et là, eh bien, pour moi, on n'est pas face à un marché haussier, pour le moment, qui est prêt à mourir, parce qu'il n'y a pas d'euphorie, en fait. Moi, je vois pas d'euphorie. Je vois des hausses, je vois quelques petites euphories, on le regardera notamment sur le CAC Small, on va le voir juste après. Mais je ne vois pas, à mon sens, des euphories totales, il y a au cas par cas, encore quelques excès spéculatifs, ça oui. Mais il n'y a pas encore totalement l'euphorie, du moins, dans les médias, et dans les journaux, et dans tout le reste. Donc tant que c'est le cas, voilà. À partir du moment où on va commencer
éventuellement, si on y arrive, à faire des nouveaux plus hauts sur le CAC, sur, pourquoi pas, d'autres indices, pourquoi pas sur le S&P 500, le Nasdaq, etc., et que tout le monde dira, bah, finalement, il suffisait d'acheter le creux pour être le champion du monde, c'est là où, évidemment, il faudra se faire beaucoup plus attention, parce que c'est là où la plupart des gens vont déboucler, vont déboucler leur position short, déjà, engendrant, évidemment, l'euphorie, vont certainement prendre du levier pour rattraper la hausse qu'ils ont loupée, et c'est là que le marché sera véritablement, techniquement, en termes de flux, en danger. Voilà pour cette introduction. Je rappelle que la table des investisseurs est à votre disposition. Je rappelle qu'elle est gratuite. Je rappelle que vous avez à votre disposition également un portefeuille qui s'appelle le portefeuille forteresse, qui est réplicable, bien entendu, gratuitement. Inscrivez-vous. La lettre mensuelle aux investisseurs a été publiée la semaine dernière, ou celle d'avant, je ne sais plus. La prochaine arrivera certainement dans la deuxième quinzaine du mois de juin. Vous avez accès, bien sûr, à de l'actu, vous avez accès à des stratégies, de la gestion privée, de l'immobilier, des outils pro Altime, la lettre mensuelle, et vous aurez bien sûr accès également à un nouveau format, je le communiquerai d'ailleurs sur la newsletter, un nouveau format pour les matières premières. Voilà les amis, donc pour cette première partie macro, situation économique actuelle avec mon regard simpliste, c'est déjà parce que moi j'aime les choses simples, déjà, premièrement. Deuxièmement, c'est une passion, hein, l'économie, pas de formation particulière, alors, si ce n'est de l'expérience en finance quand même, mais voilà, j'ai pas fait de formation particulière, je ne fais que exprimer mon point de vue. Bien évidemment que s'il y a de très grands économistes qui ont tout le temps raison, qui vont voir cette vidéo, ils auront certainement des choses à me reprocher. Si c'est pas le cas, tant mieux, mais en tout cas, voilà, si y a des choses, par contre, en revanche, à ajouter pour compléter, n'hésitez pas en commentaire, hein. Vous le savez, mes réseaux sociaux, je le dis toujours, du moment où il y a de la bienveillance et du respect, mes réseaux sociaux et mes newsletters et mes vidéos, et tout est ouvert pour tout le monde. Moi, la liberté d'expression, c'est quelque chose de fondamental pour moi, y compris en finance, y compris pour tout, d'ailleurs, voilà, du moment où c'est fait dans le respect et la bienveillance, toujours. On passe, si vous le voulez bien, à la question de la semaine. Alors, la question de la semaine est une question qui nous a été adressée par Alan. Alan nous a dit, donc d'abord un merci pour encore une fois les nombreuses questions. Vous inquiétez pas, je sais qu'il y en a parfois, je t'ai posé une question il y a 2 mois, mais oui, et tu l'as pas adopté, tu n'as pas répondu, mais parce que vous inquiétez pas, il y en a tellement, et je vous remercie d'ailleurs encore une fois de ça, je les collecte et encore une fois je les ressors petit à petit. Voilà, et encore une fois, sur l'espace membre également, je fais, quand vraiment il y a des questions de la semaine intéressantes, je fais des synthèses et je les mets également à disposition sur l'espace membre, donc vous pouvez les revoir également, c'est tout l'intérêt aussi de cette bibliothèque de l'espace membre sur le site lepodcastdelabourse.fr. Alan, salut Tino, petite question pour une éventuelle question de la semaine. Voilà ton vœu exaucé, Alan. D'après toi, doit-on systématiquement mettre des stop-loss? Je m'explique. Je suis principalement investisseur en ETF, DCA sur S&P 500, Eurostoxx and. Bon choix. Je me demande si je dois mettre des SL, des stop-loss, les remonter au fur et à mesure, d'après toi. Non, sur la partie action crypto, j'y vois de l'intérêt, mais sur les indices en DCA, comme ça, je suis perplexe. Merci si tu réponds, c'est cool, et merci pour tes vidéos et tes analyses. Merci à toi, Alan. Bon, évidemment, il n'y a pas de réponse juste, hein. Voilà, je vais faire comme je fais systématiquement, c'est-à-dire donner ma vision avec ma modeste expérience, avec ma modeste expertise, avec mon vécu, avec les choses que j'ai parfois bien faites, avec les choses que j'ai parfois mal faites. Après, à vous d'intégrer ou pas cette vision-là, et surtout, le plus important, comme pour tout, de vous l'approprier. Bon, ma vision de l'investissement en bourse, c'est celle-ci. C'est que, grosso modo, vous avez 2 catégories. Vous avez la catégorie trading, c'est-à-dire court terme, moyen terme, intraday, quelques jours, quelques semaines parfois pour le swing trading. Ça c'est un profil dans lequel, pour moi, à mon sens, l'investisseur doit être agile et faire des ajustements fréquents. En revanche, vous avez l'autre profil. On peut être les deux, encore une fois. Arrêtons d'opposer les 2 profils. Je dirais même qu'on peut être les deux, et je dirais même qu'ils peuvent être très complémentaires et servir l'un à l'autre. Bon, ça aussi, c'est un sujet, je reviendrai plus tard. Investissement moyen-long terme, là, en revanche, je suis beaucoup plus pour l'automatisation, en effet, le DCA, pourquoi pas, et surtout peu de mouvements. DCA et programmer des ordres en avance. Et donc, peu de mouvements. Donc, peu de mouvements, effectivement, à la vente
notamment avec des stops, etc. Donc, finalement, le trading court terme, pour moi, c'est un plan. C'est un plan défini à l'avance. C'est-à-dire qu'une fois que vous rentrez dans le plan, tout est déjà programmé. Vous savez où vous allez acheter, vous savez où vous allez vendre, que ce soit si ça se passe mal ou si ça se passe bien sur objectif. Donc, entrée, stop technique et objectif technique. L'investisseur, lui, pour moi, il va déterminer son entrée avant tout. Et ensuite, il va garder. Il va garder le plus longtemps possible. Ça va répondre in fine Alan à ta question. Parce que, en effet, il va utiliser, pourquoi pas, l'analyse technique, bien entendu. Il va utiliser aussi la complémentarité avec l'analyse fondamentale, bien entendu, sur l'investissement long terme. Mais, malgré tout, même si je dis qu'il faut garder, pour moi, ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais couper votre position long terme. Parce que, alors là, je parle d'une entreprise, parce que pour moi, le long terme, ça peut être effectivement du DCA sur indice, ça peut être aussi, parfois, pour certains, même si je ne le recommande pas, du DCA sur action, bon, ou tout simplement de l'investissement sur action de long terme. Voilà, à un moment donné, vous avez un gros repli sur du Google, c'est une bêtise, pour citer une très belle entreprise, ou du Nvidia, pour citer une très belle entreprise, vous avez un beau repli, vous l'exploitez pour avoir une position sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années. Bon, mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais couper, parce que l'entreprise dans laquelle vous avez confiance peut changer également profondément. Il peut y avoir des résultats décevants, une stratégie qui a changé, une gouvernance qui a changé, une concurrence qui a changé, ou des événements majeurs, politiques, géopolitiques, qui font que l'entreprise dans laquelle vous avez investi il y a 1 mois, il y a 6 mois, il y a 2 ans, n'est plus la même aujourd'hui. Et donc, en effet, votre position n'est plus aussi justifiée aujourd'hui qu'il y a 1 an, qu'il y a 2 ans, qu'il y a 6 mois. Et donc à ce moment-là, il est légitime de reconsidérer votre position. Mais quelque part, ça se fait de manière manuelle, instantanée, si je puis dire. Mais malgré ce, donc pour ainsi dire, pour moi, il n'y a pas sur du long terme à mettre de stop loss. Pour autant, maintenant, il y a quand même des cas où on peut mettre un stop loss pour le long terme. Donc, par exemple, vous investissez sur une entreprise sur laquelle vous avez misé, atteint les objectifs que vous visiez, notamment en termes de valorisation, vous pouvez envisager de sécuriser vos gains avec un stop win. C'est-à-dire que moi, je considère que la vente en elle-même, sur objectif, sur du long terme, est une erreur. Pourquoi ? Parce que la bourse est faite d'excès. Excès à la baisse, excès à la hausse. Et donc évidemment, quand dans un objectif de long terme, on paye ce qu'on considère comme un excès baissier de valorisation, par exemple, eh bien, on peut avoir à l'inverse un excès haussier. Et autant en profiter. Voilà. Donc, je vous donne un exemple très concret. Prenons une entreprise, allez, Total Energy, par exemple. Bon, admettons, vous voulez acheter, vous faites l'étude de Total Energy, dans un, je dis pas maintenant, hein, je dis un jour, et vous regardez donc Total Energy. Au moment où vous regardez Total Energy, vous faites l'étude fondamentale, etc. Vous regardez le niveau technique qui est intéressant, et vous vous dites, purée, Total Energy, elle a un PER de 7. D'ailleurs, on ne doit pas être très loin des 7. Et vous vous dites, par exemple, c'est un exemple, hein, voilà, je dis pas qu'il faut acheter les PER de 7, hein, il y a d'autres choses à voir. Évidemment, encore une fois, je simplifie, s'il vous plaît. Donc vous dites, bon, PER de 7, voilà, il y a de la croissance, c'est intéressant, il y a du cash, voilà, ok, j'achète. Et je trouve que, bon, cette entreprise-là, c'est plutôt, pour moi, ça mérite un PER de 12, ou de 13, ou de 14, ou de 15, donc voilà, j'estime qu'à 7, c'est pas cher, donc, et il y a un niveau technique intéressant, un signal, peu importe, j'achète. Total Energy. Et puis, vous avez de la réussite, puisque Total Energy part dans le bon sens. Et puis, vous arrivez à un moment où, ben, d'un coup, elle a progressé, elle a été multipliée par 2 ou 3, la valorisation, et puis vous arrivez à un PER de 18. Donc, vous vous dites, bon, allez, je vise un objectif, par exemple, de 20. Donc, vous arrivez à votre objectif, et là, la plupart des gens, pour moi, font une erreur. C'est-à-dire qu'ils disent, bon, ben, là, le PER est trop élevé, ou la valorisation est trop élevée, ou voilà, donc, je vends. Je suis arrivé à mon objectif, je visais un PER entre 18 et 20, je vends. Moi, je pense que c'est une erreur parce que, justement, certes, la valorisation est élevée, etc., mais pour autant, derrière, eh bien, la psychologie des foules, on ne peut pas la timer. Et donc, la psychologie des foules peut être, en revanche, quelque chose qui peut vous faire gagner beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez de l'avance comme ça, ben, vous accompagnez. Et là, vous vous retrouvez un jour où vous avez un PER de 29, ben, vous mettez un stop d'invalidation. C'est-à-dire que vous mettez un stop, par exemple, voilà, à une dizaine de pourcents en dessous,
et vous laissez le cours progresser. Puis après, quelques semaines plus tard ou quelques mois plus tard, vous êtes à un PER de 36. Alors, Total Energy, c'est peu probable d'avoir un PER de 36. Mais admettons une action tech, hein, vous allez regarder aujourd'hui du Palantir, par exemple, vous allez rigoler si vous regardez le PER. Et pour autant, Palantir, c'est insensé la hausse. Enfin, c'est insensé. Il y a des choses qui l'expliquent. Mais en tout cas, la valorisation, elle est quand même très élevée. On peut pas le nier. Pour autant, ça continue de monter. Donc, ceux qui ont vendu dès que ça a dépassé des PER de 30, ils se mordent aujourd'hui les doigts, par exemple, sur une action comme celle-ci, hein, comme sur du Palantir Technologies. Hein. Donc voilà, et vous accompagnez, voilà, tous les mois, vous faites un récap et vous dites, bah, ça va continuer de progresser, je monte mon stop win, je monte mon stop win. Et un jour, en effet, eh bien, vous allez avoir la courbe qui va se retourner à la baisse. Et donc, en effet, vous allez être sorti. Mais simplement, au lieu de sortir sur l'objectif qui était, par exemple, ici, ben finalement, vous allez sortir sur le repli qui va être ici. Et donc, vous allez gagner une beaucoup plus grande partie de votre investissement. Donc, pour te répondre, Alan, moi, je pense que mettre des stop-loss pour vendre, si ça se passe mal, c'est une erreur. Par contre, je pense que dans certains cas, comme ce cas-là, c'est-à-dire le cas où tout se passe bien, je pense que vendre sur objectif également est une erreur, et je pense que la spéculation peut faire que à un moment donné ou à un autre, vous avez une exponentielle qui se déclenche, et quand vous êtes dedans, c'est là où vous allez accumuler les plus gros gains. Et puis aussi, il y a une chose qui peut changer, c'est qu'à un moment donné, vous pouvez avoir, dans la montée, vous pouvez avoir des résultats qui, d'un coup, sont largement au-dessus de ce qui était attendu. Donc là, vous avez un game changer qui se passe, et finalement, vous êtes dedans. Et si vous avez vendu avant le game changer, en vous disant, avant l'annonce du game changer, en vous disant c'est trop élevé, c'est trop cher, ben, vous ne bénéficiez pas de ça. Voilà, j'espère que je t'ai répondu, Alan. Donc, voilà pour, bien entendu, la question de la semaine. On attaque donc avec désormais l'analyse du CAC 40. Alors, notre cher ami, le CAC 40. Donc, au moment où on se parle, hein, donc je rappelle, hein, on est jeudi après-midi. Bah, y a pas grand-chose. Alors, on va faire d'abord, toujours, analyse objective. Analyse objective, long terme. Mensuel. Nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours qui monte au moment où on se parle. Donc, pour le moment, c'est haussier, point barre. En hebdo, nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 10 semaines, qui est, on va dire, qui est en train de s'aplatir. Donc, on va dire que c'est plutôt, quand même, globalement haussier. Et à court terme, en ce jeudi, donc, nous venons donc de repasser au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours et on est en train de construire. Alors, il y a pour moi deux scénarios qui sont dessinés, je vous les ai proposés. Je vais refaire un petit peu, ma démo, entre guillemets. Moi, je considère que on est toujours, malgré tout, malgré la hausse qu'il y a eu là depuis 3 jours, on est toujours dans une figure de consolidation. Je dirais pas correction, parce que pour moi, le creux est un creux, cette figure-là est un creux relativement faible. C'est-à-dire que tant qu'on reste là-dedans, je considère que c'est de la consolidation. Correction, c'est si, par contre, vous commencez à avoir, tiens, j'enlève la moyenne, c'est que si vous commencez à avoir une figure beaucoup plus large, voilà, ce qui est possible, hein, et là on repart. Donc là, on considérera en effet que nous avons une figure, pour moi, de correction. L'invalidation, entre guillemets, de cette figure de consolidation, et non de correction, sera sous ce trait noir. On peut même faire une petite extension, parce que, encore une fois, vous avez un gap qui a été ouvert ici. Donc pour moi, tant qu'on comble pas le gap ici, 7550, on va dire, grosso modo, tant qu'on est au-dessus des 7550, voilà, tant qu'on est au-dessus de ça, je considère que c'est de la consolidation, que les probabilités de repartir à la hausse sont toujours très fortes. Ce que j'espérais, moi, pour être tout à fait sincère avec vous, c'est qu'on fasse encore un dernier plus bas. C'est-à-dire qu'on est effectivement, je vais le faire comme ça, qu'on ait cette correction-là, hop, un nouveau plus bas pour aller chercher une paire de stops par là, etc. Et que derrière, on ait la cassure, et que derrière, on ait la congestion, qu'on revienne, et qu'ensuite, on est là. Pour le moment, c'est pas ce scénario qui se... Alors, c'est un scénario toujours dans la hausse, hein, bien sûr, je suis haussier. Tant qu'on tient les 7550, je resterai... je ferai attention plutôt à l'addition d'achat. Mais il est possible que, finalement, on soit plutôt dans un scénario où les forces acheteuses soient très fortes et qu'on ait, je l'espère la semaine prochaine, une consolidation, c'est-à-dire une zone ici
on va bien congestionner, on va réduire la volatilité, on va réduire les volumes, avant, je l'espère, de breaker, et éventuellement d'aller chercher des sommets. Voilà, donc les deux scénarios, donc que ce soit ça ou que derrière on ait une nouvelle attaque baissière avant d'avoir ça, pour moi les deux scénarios c'est de la hausse, je n'ai pas changé, je ne change pas tant qu'on tient les 7550. Voilà. Donc pour moi, à ce stade, au vu des indicateurs mensuels, hebdomadaires et d'autant plus journaliers, il n'y a pas à ce stade réellement de signaux de retournement à la baisse, donc pour le moment, c'est plutôt pas mal. J'ai tracé cet oblique en pointillé, mais en réalité, je ne sais pas ce que le marché veut voir. Donc là aussi, évidemment, on fera bien sûr les ajustements un petit peu plus tard. Alors, sur le CAC Small, donc vous voyez, hein, le CAC 40, il a fait un rebond quand même spectaculaire, puisque c'est 17%, c'est bien ce que je pensais, de rebond. Sur le CAC 40, donc sur le CAC Small, c'est beaucoup plus impressionnant, bien sûr, parce que le CAC Small, lui, bah, il a atteint l'objectif qu'on s'était donné. Souvenez-vous, je vous avais dit, objectif, revenir combler le gap de la dissolution. D'accord. D'ailleurs, le gap a été comblé, hop là, le point près. J'ai mal tracé mon gap, vous voyez, parce qu'il fallait mettre à la clôture de la veille. Voilà, la clôture, elle est là. Elle est ici. Voilà, là, c'est bien tracé. Et voilà, quasiment au point près, on y arrive. C'était l'objectif que je vous avais proposé. On a tout eu, hein, c'est-à-dire qu'on a eu effectivement, souvenez-vous, le break ici. On avait tracé, souvenez-vous, je vous avais tracé, que j'ai effacé évidemment, parce que sinon on s'en sort plus, mais j'avais tracé voilà, cette zone de congestion. Je vous avais dit cette zone de congestion, elle tient, tant qu'on tient les 12 000 et que si on break par le haut, on va accélérer. De nouveau, vous avez une petite congestion ici et derrière. Voilà. Mon avis est celui-ci. Je pense, sans avoir de signal technique maintenant, alors d'abord, avant de dire ce que je pense, d'abord c'est haussier point barre. D'accord ? On le voit, la moyenne mobile à 10 jours, elle est haussière, on est au-dessus, on n'a jamais clôturé en dessous depuis le 14 avril, il n'y a pas de sujet, c'est haussier, point à la ligne, on peut continuer à chercher des achats. Simplement, je pense que quand même, on arrive sur des niveaux importants, d'accord ? C'est notamment voilà, le niveau de résistance, ici, c'est pas n'importe quel niveau. Je changerai d'avis, enfin du moins, je pense que la surperformance des small caps risque de ralentir. Voilà, je ne dis pas que c'est fini, je dis que la surperformance des small caps par rapport au big pourrait éventuellement s'essouffler un petit peu. Pourrait, je dis bien. Pour le moment, j'ai rien qui me l'indique, si ce n'est une petite bougie rouge, mais encore une fois, bon, voilà. Mais effectivement, le mouvement, la surperformance des small caps pourrait éventuellement ralentir. À partir de quel moment, voilà, qu'est-ce que j'aimerais en fait pour me dire, bon ben, ok, ça a ralenti, mais c'est un ralentissement qui va breaker tout par le haut, et derrière on va avoir une nouvelle accélération, pourquoi pas pour aller chercher les plus hauts historiques. Eh bien, c'est la construction qui va nous l'indiquer. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le comportement du CAC Small. Si vous voyez qu'on continue à faire de la hausse comme ça, là, à chaque nouveau plus haut, vous faites attention. Très simple. Pour moi, il y a deux scénarios haussiers. Soit vous partez, vous continuez cette jambe de hausse comme ça, d'un trait, et là, à chaque nouveau plus haut, vous faites gaffe, d'accord ? Soit, deuxième scénario, c'est celui que j'espère, c'est vous allez avoir un repli, plus ou moins grand, et vous allez avoir la mise en place d'une congestion sur cette zone-là. Et là, si on a ça, alors là, je vous dirais super, on va avoir le temps d'accumuler, les fonds vont avoir le temps d'accumuler pour derrière relancer encore une fois. Et là, ça sera très positif, d'accord ? Évidemment, on peut aussi avoir le troisième scénario, qui est le scénario pessimiste, bien sûr, où on a la construction, et derrière cette construction casse par le bas. Et là, on dira, attention, effectivement, ou un gap, éventuellement, ou un gap. Vous voyez, là, c'est exactement ce qui s'est passé. Là, vous avez eu votre construction, vous avez eu une congestion. D'ailleurs, c'était plutôt une fin structure, hein, c'est plutôt un biseau ascendant. Et derrière, gap à la baisse, et derrière, marché baissier. Ici, c'est la même chose. Congestion, gap à la baisse, et derrière, marché baissier. Et bien, ce qu'on espère, c'est que cette fois-ci, ça va se passer différemment. On n'a pas pour le moment un biseau descendant qui se dessine, donc c'est pour ça que je suis plutôt encore confiant. Mais voilà, il faut attendre pour le moment. Un petit peu pour les small caps, pour avoir la suite potentielle du mouvement. Donc voilà pour les small caps, chers amis. Si vous le voulez bien, nous allons passer donc aux actions de manière individuelle. Donc je vais reprendre mon tableau.
Donc nous commençons par une action que vous appréciez bien, et il y a de quoi j'apprécie aussi, Airbus, qui est revenue, elle, déjà, sur ses nouveaux plus hauts. Donc on va la regarder bien entendu en mensuel, ou même en hebdomadaire, bon, qu'importe. Voilà, on est revenu, non, en mensuel ça suffit, donc on est revenu effectivement sur des niveaux mensuels intéressants, mais voilà, quid du potentiel? Est-ce que c'est un moment ici pour investir sur Airbus? Très franchement, je ne crois pas. Je trouve qu'on commence quand même à être sur des niveaux importants. Maintenant, est-ce que ça peut continuer? La réponse c'est oui. Donc pour les achats, plutôt évidemment achat sur repli, même si l'oblique elle est plus très éloignée maintenant. Mais voilà, plutôt des achats à proximité de l'oblique pour Airbus. Ça c'est pour les investisseurs. Pour les traders, bon, on avait parlé du signal d'achat là au-dessus des 141, donc bon voilà. Mais là, j'ai rien. J'ai rien. Et éventuellement, là aussi, si vous avez la mise en place d'une congestion, vous pouvez tenter, pourquoi pas. Mais globalement, là, au moment où je vous parle, je vois rien de si exceptionnel que ça. Et Silor, c'est la même chose, elle avait énormément performé. Voilà, avec ce graphe-là. Maintenant, encore une fois, Essilor, nous en avions parlé il y a quelques semaines, pour moi, on est sur un scénario qui démarre, qui va être long. C'est-à-dire, on est certainement sur une figure de consolidation de long terme. C'est-à-dire qu'on peut très bien se diriger vers ce genre de figure-là, un range, ou ce genre de figure-là. Voilà. Donc, il faut avoir conscience que ça peut prendre du temps. Et d'ailleurs, si on regarde, par exemple, le graphique hebdomadaire, voilà, je considère que on peut avoir ce genre de choses pendant quelques temps encore. Donc ce genre de figure-là peut se répéter ici. Donc potentiellement achat long terme, seulement dans cette zone-là, la zone du support oblique, et si on a un signal. Est-ce que c'est le moment d'acheter Essilor maintenant? Je ne vois pas d'opportunité forte. Est-ce qu'on peut aller retrouver des nouveaux sommets? Oui, bien sûr. Mais je ne vois pas d'opportunité forte à ce stade. Stellantis, toujours en difficulté, mais on essaye de se tenir par les branches. Donc, le niveau qu'on surveille, bien sûr, c'est le niveau de support oblique ici. Donc, on a fait le robot sur le support oblique, et là, on fait la conso de ce robot. Et ce qu'on attend, c'est le redémarrage. Le redémarrage qui, pour le moment, n'arrive pas. Donc, hop, j'efface un petit peu tout ça. Donc, on commence à avoir de plus en plus de bougies, donc de plus en plus de moyens de tracer de manière un petit peu plus propre ça. Mais voilà, on est toujours là. On tient les niveaux. Il y a une belle réduction de volatilité depuis 3 jours. Ça se regarde. Ça se regarde, mais évidemment, ça reste baissier. Le point positif, c'est qu'on a cassé cette oblique-là. On fait la petite figure. Donc, désormais, voilà, ça fait partie des valeurs, pour moi, qu'il faut suivre sur cassure pour vouer des rebonds, pour aller chercher notamment les zones des 10,78 €. Évidemment, pour le moment, tout est fait. Évidemment, c'est fragile. Évidemment, la moindre news négative peut venir entacher davantage la configuration, mais c'est pas mort, loin de là, et je dirais même que ça construit toujours. Donc, rien à signaler depuis 2-3 semaines, si ce n'est que pour le moment, on est toujours effectivement, globalement, sur de la construction. Alstom, c'est un petit peu la même chose donc pour Alstom. On est toujours sur de la construction. Donc je ne vous montre pas le graphique long terme parce que c'est un graphique compliqué. Mais je vous montre le graphique moyen terme, on va dire, donc sur un an, quoi. Donc vous avez eu cette grosse baisse, vous avez eu le rebond, tout ça, etc. Machin. Bon, très bien, maintenant on est dans la construction, là aussi. On est dans la digestion du rebond pour moi. Et en effet, vous avez donc cette oblique là qui risque de gêner. Donc achat éventuellement sur repli si on a un mouvement favorable. Donc l'idée c'est de jouer quelque chose qui pourrait, je l'espère, ressembler à ça. Et éventuellement relancer. On fera attention si ça relance, etc. Mais on aura le temps d'y revenir. Si on revient à la cassure du top, ici, on fera attention. Mais pour le moment, on est toujours dans l'observation. Les plus agressifs d'entre vous pourront éventuellement tenter quelque chose au-dessus des 20,66 €. Mais c'est pas top. Pour moi, la congestion n'est pas encore mûre. Et ce que je souhaite, c'est plutôt qu'on soit sur quelque chose comme ça. C'est-à-dire, voilà, construction qui va venir se poser par là, bien congestionnée, avant de breaker. Voilà, donc ça peut prendre encore éventuellement du temps. Si la congestion se fait avant, bon,
on la tradera avant, hein, c'est pas un problème. C'est-à-dire que si à un moment donné, là, en effet, vous avez la baisse, vous avez ça, et vous avez ça qui a le ici, bon, ben, on prendra la cassure ici pour jouer ce mouvement-là, bien entendu. D'accord. Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Évidemment, ce sera optimal si la congestion, si la figure se fait ici, ce sera bien sûr optimal. D'accord. Puisque le ratio gain-risque sera plus... Pourquoi ce sera optimal? Parce que le ratio gain-risque sera plus élevé et parce qu'on aura touché un support majeur. Voilà. Ok, donc voilà pour Alstom. Long terme, j'ai pas grand chose à dire. J'ai un avis moyen sur Alstom. Sur long terme, c'est le moins que l'on puisse dire. LVMH, à l'image de Stellantis, en moins bien. C'est-à-dire que la construction, ok, elle est toujours là, mais on construit sur le bas de la figure, quoi. On construit sur le bas de la figure, donc on est là, on se raccroche au meuble, c'est-à-dire que voilà, on a des figures comme ça. Alors, pour le moment, c'est pas mort, pour le moment, on est toujours dans la construction, d'accord, mais voilà, on en est là. Donc là, il faut maintenant valider tout ça, il faut maintenant très rapidement casser par le haut, et donc il faut revenir tout de suite aux alentours des 500 € et breaker très rapidement les 500 € par le haut. Voilà. C'est-à-dire il faut dessiner là aussi cette espèce d'épaule, tête et épaule qui va se transformer en ta séance et valider. Par contre, danger, si effectivement vous commencez à passer encore une fois sous les 450, 440, 450, danger, parce que là, par contre, les zones de long terme, elles sont quand même très éloignées. C'est-à-dire que moi, pour moi, après, il n'y a plus grand-chose avant les 400, voire même sous les 300. Donc là, ça voudra dire bien sûr qu'il y aura eu du grabuge sur le CAC 40, mais c'est pas mon scénario privilégié encore, ok? Pas encore mon scénario privilégié. Encore une fois, la suite je la connais pas plus que vous, pas plus qu'un autre créateur de contenu ou un autre trader, pas plus qu'un économiste, pas plus. La suite je la connais pas. Pour moi, la suite c'est les marchés qui vont nous la donner et c'est les graphiques qui vont nous la donner. Et donc il faut avoir l'humilité de reconnaître que devant un tel brouhaha entre l'économie, la géopolitique, etc., que aujourd'hui c'est seulement les marchés qui sont capables de pricer la réalité des choses. Et c'est seulement la rencontre entre l'offre et la demande qui est capable de pricer la réalité des choses sur nos graphiques. Donc autant regarder nos graphiques. Mon graphique sur LVMH, il me dit que c'est pas très haut, mais il me dit que c'est pas encore perdu. Donc on continue de surveiller LVMH. Casse par le haut, on prend le signal de swing trading et on y va. Casse par le bas, on laisse tomber et on va sur des actions beaucoup plus solides et qui, elles, déclenchent des signaux beaucoup plus propres. C'est un cas similaire avec Kering. Kering, on est revenu sur le bas de la figure. Kering se situe pour moi en termes de construction entre Stellantis et LVMH. C'est-à-dire que c'est pas aussi propre et aussi positif que Stellantis, qui tient bien et qui congestionne bien, mais c'est pas loin d'être aussi catastrophique que LVMH, qui revient sur ses plus bas. Là, vous voyez, on a, alors après on peut l'ajuster encore une fois, chaque semaine j'ajuste, voilà. On a cette congestion qui est encore là. Donc elle, par contre, Kering, elle se remet sur le haut de la congestion. Je vous ai dit, il faut, pour valider un début de quelque chose, je n'ai pas dit le retournement haussier, etc., je dis un début de quelque chose, il faut valider la cassure des 180. Voilà. Valider la cassure des 180, et après, nous verrons pour revenir dans cette zone-là qui correspond d'ailleurs au plus bas, etc., etc. Ok? C'est pas dégueu. Voilà. C'est pas dégueu, ça se regarde. On est en train de tenter de passer au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours. Évidemment, sur les autres unités de temps, ça reste baissier, mais malgré tout, voilà, il y a quand même des petits éléments positifs. Et d'ailleurs, ces éléments-là me font dire que si ça casse par le haut, on pourrait donc avoir la surperformance du CAC 40 par rapport au CAC Small, qui, lui, pourrait congestionner un petit peu plus, consolider un petit peu plus. Consolider ou moins surperformer, on va dire, que le CAC 40. Et ça pourrait aider. Téléperformance, c'est un peu pareil. Voilà. Toutes ces valeurs-là, c'est un peu pareil. Ça se raccroche aux branches, mais on est toujours dans les figures. Voilà. Quand je regarde le graphique hebdomadaire, c'est le plus propre. Voilà. On est toujours dans la construction. Donc, il n'y a pas forcément, sur ces valeurs-là, beaucoup de choses qui ont changé. On a cassé le canal baissier, on a fait une figure de construction, on a cassé la figure de construction, on fait la petite figure. Donc voilà, il y a des bougies rouges, il y a des bougies bleues, il y a un peu de tout.
Mais grosso modo, tant qu'on est au-dessus des 71 €, on reste avec de l'espoir et le signal sera donné à la cassure de cet oblique ici en rouge. Donc, et éventuellement le passage au-dessus des 100. Et à ce moment-là, ok, on dira, allez, c'est parti, on tente la cassure, la première cassure ici, pour revenir aux alentours des 120. Et après, nous verrons, on aura déjà fait un rebond de 30% hein, si on arrive aux 120. Donc ce sera déjà pas mal pour Téléperformance. Mais voilà, et là, encore une fois, c'est pas que je suis un optimiste depuis de toujours, pas du tout. C'est juste que je constate comme vous que pour le moment, c'est pas mort. Et je constate comme vous que pour le moment, le marché, depuis 6 semaines, certes, on a été optimiste, peut-être beaucoup plus que d'autres, et pour autant, le marché, pour le moment, ne nous a pas donné d'indication contraire. Voilà. Il nous a donné des indications de ralentissement, on a soufflé, effectivement, comme on l'a vu sur le CAC, consolidation, intermédiaire, etc. Très bien, mais une pause pour éventuellement aller plus haut. Est-ce que ce plus haut-là sera fait accompagné par des valeurs comme Téléperformance, Kering, LVMH et Stellantis? Je l'espère. Soitec, bon, il n'y a pas eu de changement, on est revenu dans la zone voilà, de long terme, mais voilà, on a encore réagi, on a fait le double appui ici, hein, sur un graphique hebdo. Donc c'est pas mal, mais voilà, tant qu'on est sous les 59 et sous l'oblique en rouge, ça reste plutôt dégradé. Maintenant, est-ce que c'est une zone d'investissement? Moi, je vous l'ai dit, pour moi, l'investissement long terme, les 41 et les 11 € sont deux zones d'investissement, 50-50, et éventuellement pour jouer Soitec. Bon, les résultats ont été pas bons, hein, soyons honnêtes, mais toute la question est de savoir s'ils seront meilleurs dans 5 ans. Sanofi qui revient à proximité. Alors, il y en a beaucoup qui l'ont montré, et en me nommant, donc merci beaucoup, bien sûr. Beaucoup de reconnaissance pour les personnes qui, voilà, qui reprennent mes graphes et qui s'en inspirent. Il n'y a pas de problème, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Moi, enfin, voilà, tout est à votre disposition. Vous prenez tout ce que vous voulez. Et si en plus vous avez la gentillesse de me mentionner, alors là, je suis l'homme le plus heureux du monde. Bon, effectivement, sur Sanofi, on revient sur ce fameux super oblique de long terme. Vous le voyez en données hebdo. Et c'est ce qu'on dit depuis bien des années déjà. Je dis bien des années. C'est-à-dire que sur le haut de l'oblique, on est plutôt vendeur et sur le bas, on est plutôt acheteur. Donc là, on est plutôt acheteur. Puisqu'on revient sur le bas. Donc, investisseur, oui. À un moment donné, oui, vous inquiétez pas, ça va casser ou par le haut ou par le bas. Maintenant, voilà, si Sanofi, vous êtes convaincu, moi, Sanofi, je ne suis pas très fan. Les valeurs en santé, vous savez, pas très fan, hormis quelques-unes. Mais Sanofi, je ne suis pas forcément très fan. Pour autant, là aussi, on a bien réagi. On a bien réagi. Et d'ailleurs, vous avez même le petit biseau descendant là qui va bien. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Maintenant, celui ou celle qui veut attendre la relance, il faut sortir de cette figure. Voilà. Il faut sortir de là, pam, casser par le haut et éventuellement relancer. Objectif, revenir sur les 94, revenir sur la moyenne mobile, ici à 200 jours, et après, plus si affinité. L'invalidation, pour moi, on commence à s'inquiéter sur Sanofi lorsqu'on repasse sur les 82, 83, voilà, quelque chose comme ça, quoi, grosso modo. Ok? Donc, voilà, ça se tente. S30, donc c'est une valeur que je surveille de très près. Plus que de très près, puisque en réalité j'en ai un petit peu. On est rentré ce matin à l'Open sur S30 là, avec un MTT, parce que j'avais la congestion là, qui était pas mal. Bon, ça reste spéculatif bien sûr, mais voilà, je trouve qu'on travaille l'oblique de long terme, qui est ici, voilà, et je joue un petit peu l'aspect spéculatif pour tenter quelque chose, une cassure par le haut. Donc là c'est pas mal, aujourd'hui enfin elle a l'air de démarrer, plus 8 quasiment. Donc il faudrait, on verra ce soir, mais il faudrait arriver à garder ici la zone des 1,62, éventuellement construire, pour éventuellement tenter la relance. Voilà. Donc on verra, l'invalidation au départ, vous avez le plan, il est là. Donc on a acheté au-dessus des 1,55,6, l'invalidation était là, je pense qu'on va mettre le stop BE. Si on arrive à clôturer au-dessus, je pense qu'on va mettre le stop BE, ou en tout cas le rapprocher. Bon, on verra, mais voilà, c'est pas si mal que ça, on est sur un début de quelque chose, il faut encore du temps, c'est loin d'être gagné, loin, mais il y a peut-être, ça fait partie des configs que je regarde même plus, évidemment, sur le marché. STM, on en a parlé la semaine dernière, on avait parlé de la troisième congestion, souvenez-vous. Et bien cette troisième congestion, cassée par le haut, voilà, il y avait la première congestion, vous reprenez la vidéo la semaine dernière, hein, je le réexplique. Donc il y avait la petite congestion un petit peu plus longue, et je vous dis voilà, maintenant on a la troisième, et on attend la cassure par l'eau, ce qu'on a fait, hein, le titre a pris 11% je crois hier en séance, voilà, il a même jusqu'à 12% en séance, donc pour moi c'est très positif. Évidemment ce qu'on espère, c'est la quatrième congestion, tout simplement, voilà, une belle quatrième congestion là, et ensuite, voilà, à nouveau breaké.
Bon, c'est l'objectif numéro 1, c'est revenir pour moi sur ce niveau-là. 26 et des bananes. Après, on verra. Mais voilà, on est en train, ça se regarde, hein, parce qu'on est en train de passer la moyenne mobile à 200 jours, qui est en train de s'aplatir. Donc, alors, premièrement, ça se regarde. Deuxièmement, c'est pas trop tard si vous n'en avez pas. Maintenant, là, pour moi, on est toujours sur un rebond technique. Quand est-ce qu'on considérera que nous ne sommes plus, effectivement, sur un rebond technique? Eh bien, on considérera que nous ne sommes plus sur un rebond technique à partir du moment où on aura la première construction au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. C'est-à-dire la première construction, le premier pattern intermédiaire, et qu'on le cassera par le haut. Et là, on dira, ça y est, on a retourné la tendance. C'est beau, hein, je dessine bien. Mais c'est vrai que quelqu'un qui connaît rien à l'anesthésie, il doit dire, c'est bien, il fait des dessins, le gars, mais il doit planer à 3000. Mais en tout cas, ceux qui suivent les vidéos, voilà, ils ont bien compris ce que je voulais dire. Et donc voilà, l'objectif, c'est de repasser, encore une fois, au-dessus de la M200 et surtout de construire au-dessus, d'avoir le temps d'accumuler de l'énergie et de l'argent, évidemment, pour pouvoir casser par le haut. Air France, donc là, le plan est toujours dans la continuation de ce qu'on avait proposé. Hein. Donc voilà, on avait proposé un achat au-dessus des 8,17 €, donc on a fait jusqu'à 22% quand même de performance, plutôt pas mal. Voilà, on a une belle consolidation, mais bon, c'est volatile, hein, Air France, hein, donc 3%, moins de 3, c'est classique hein, chez Air France. Tant qu'on est au-dessus de la M10, pour moi, c'est pas mal. Si vous en avez, hein, vous pouvez remonter pour la totalité ou sur une taille de position partielle. Voilà, vous montez voilà, sous la M10 tranquillement, vous pouvez accompagner un stop loss. Voilà, j'ai quand même un deuxième objectif, qui serait de revenir par là. Est-ce qu'on ira, j'en sais rien. Mais donc voilà, si on n'y va pas, vous aurez pris quand même une bonne partie des bénéfices. Et si derrière ça décide de repartir, bah, vous irez chercher un nouveau TP. XFAB, on en a parlé, alors je sais plus si c'est la semaine dernière avec vous sur le salon, sur la vidéo du week-end, peu importe, peut-être les deux d'ailleurs. Pareil, comme ST Micro. C'est pas anodin ce qui est en train de se passer sur XFAB, avec la ligne de coup qui a été cassée. Très très intéressant à regarder la semaine prochaine. Vous regardez d'ailleurs le TF des semi-conducteurs, hein, il est en train de se retourner à la hausse. Et ça a de la gueule. Ça a une belle gueule, donc tout ce secteur-là peut être effectivement un secteur qui pourrait encore avoir une jambe de relance. Maintenant, il faut la construction. Là, c'est pareil, ça, c'est du rebond. La différence entre un rebond et un retournement de tendance, je vais vous faire exactement le même graphique que celui que je vous ai fait sur ST Microélectronique, hein, c'est-à-dire que vous avez votre M200 qui est en train de s'aplatir, qui est en train potentiellement de remonter, et là, vous avez XFAB qui vous fait la congestion, le pattern intermédiaire, pour pouvoir breaker par le haut, etc. etc. C'est ça la véritable différence. FDE, Française Énergie, donc on en a beaucoup parlé, hein, il y avait beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses techniquement. Bon, déjà, il y avait le setup du Fofo Breakout, donc, que vous connaissez maintenant, le copyright maintenant, celui-là. Donc, pas mal. Derrière, on a réintégré, on a fait la congestion. Très intéressant, vous avez eu également un double inside bar plus double top. Alors, vraiment tout eu, là, dans les spécialités de ce que je vous montre. Regardez. Regardez, hyper intéressant. Vous aviez ici un premier top. Pardonnez-moi. Un premier top, un deuxième top. Vous êtes exactement sur la même ligne. Regardez. Voilà. 30,60, 30,60. Donc, double top. Parfait. Derrière, on break. Et derrière, puff, bouchon de champagne. Plus double inside bar. C'est-à-dire que vous avez une bougie là Pardon, je vais faire l'inverse. Vous avez une bougie là qui est à l'intérieur de celle-ci, qui est elle-même à l'intérieur de celle-ci. Double inside bar, double top. J'ai pas regardé, mais à mon avis, les volumes sont en ralentissement. Étaient en ralentissement. Regardez les volumes. Regardez les volumes ici. Voilà, on le voit bien. Très très clair. Derrière, pouf, bouchon de champagne. Donc vous pouvez avoir une hausse jusqu'à 8%. C'est pas rien quand même, 8% sur une séance ou deux. Pour rappel, c'est 4 fois la rémunération du livret A quand même. Donc c'est quand même pas mal. Donc voilà, est-ce que le mouvement est terminé? J'en sais rien, mais en tout cas, ça se suit. On espère là aussi une petite pattern intermédiaire pour relancer éventuellement la tendance. Donc voilà, plutôt pas mal. Galapagos, alors je suis déçu. Sur Galapagos, ça fait partie des échecs que j'ai subis cette semaine. C'est un trade que j'ai proposé. Alors, je vous avais parlé de la configuration, je crois, ici même.
Et c'est une configuration que je vais proposer sur MTT. Ouais, comme je vous dis, je dis tout, ouais, ce qui marche pas, il n'y a aucun problème là-dessus. D'ailleurs, c'est pour ça que je pense que j'ai pas beaucoup de problèmes en général avec ceux qui regardent, parce qu'ils savent que je dis tout, je dis la vérité, et ça permet au moins de ne pas avoir ce reproche. On en a d'autres, je vous rassure, mais au moins pas celui de l'honnêteté et de la transparence. Pour autant, je suis quand même déçu. Maintenant, t'as beau être transparent et honnête, t'es quand même déçu. Et là, pour le coup, ouais, je suis un peu déçu parce que voilà, ça fait partie des patterns que je vous montre régulièrement. Là aussi, on avait un beau pattern, on avait une belle réduction de la volatilité. Voilà, on le voit, pour vous dire que ça marche pas toujours, hein, ce que je vous montre bien sûr. Donc j'ai tenté la cassure, on a eu la petite mèche qui est venue nous déclencher, et derrière, voilà, c'est vraiment le mot. Donc voilà, on va très certainement se faire sortir à moins 4,17. Bon, c'est pas la mer à boire, mais emmerdant quoi, voilà, tout simplement. Donc voilà, ça fait partie des trades. Voilà. Alors ça veut pas dire que c'est fini non plus, hein, parce que là on a cette zone de résistance. Il peut très bien me sortir et après revenir faire un pattern et je retenterai, etc. Tout l'intérêt aussi d'avoir des stops à 2, 3, 4, 5%, c'est que vous pouvez tenter une fois, deux fois. Pas 10 fois, mais une fois, deux fois. Quand vous avez un stop à 15% que vous faites stopper, pour y revenir, il faut avoir les bras de Popeye, hein, parce que c'est pas évident, quoi. Bon, moi j'ai pas les bras de Popeye, vous l'avez vu. Le challenge 30 jours de sport, vous avez vu que j'avais pas les bras de Popeye. Donc, du coup, je prends des petits stops. Voilà. Donc voilà pour Galapagos, déception. Voltalia, par contre, elle continue. Donc on est rentré dedans. C'est un trade que j'ai pris 2 fois, Voltalia, et j'en ai plus. Voilà, un trade que j'ai pris 2 fois. Donc on était rentré ici à la bas. Deuxième tentative, deuxième trade plutôt, ici. Sorti aussi. Mais voilà, ça continue, il n'y a rien à dire, hein, ça continue, c'est très très beau. Bon, il faut désormais, là, il n'y a plus d'entrée pour moi, à très court terme, il faut attendre, alors, sauf sur les unités de temps petites, etc., mais à très court terme, voilà, j'attendais le pattern ici, il n'a pas eu lieu. Voilà. Nos vœux n'ont pas été exaucés. Donc, eh bien, écoutez, on va attendre le pattern un petit peu plus haut. Voilà, patience sur... Il n'y avait rien, hein. Alors voilà, pour les plus agressifs, il y avait éventuellement ici, là, voilà, il y avait une petite inside bar, mais c'est tout, quoi, voilà, pour les plus agressifs. Il n'y avait pas véritablement une construction comme on peut avoir, je sais pas, là par exemple, vous voyez. Voilà, ça, c'est ce que je veux là. Voilà, exactement, je veux ça, là. C'est exactement ça. Voilà, c'est exactement ce que je veux. Mais on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. C'est ça le problème. Athos. Bon, là, les amis, hein, c'est spéculatif. Hein. Athos. Je vous le montre. Athos, je vous le montre parce que voilà, le pattern, évidemment, se regarde. Mais. J'efface tout. Le pattern se regarde, mais bon, c'est très très spéculatif. Là, attention à la taille de vos positions, chers amis. Voilà. Mais oui, pour les plus joueurs, hein, parce qu'il faut être joueur, hein, clairement. Si vous n'êtes pas joueur, voilà, si vous n'êtes pas joueur, il faut pas faire ça. Mais oui, effectivement, au-dessus des 40,35, vous pouvez avoir un petit signal qui peut éventuellement déclencher une petite spéculation. Voilà. Tout ça est invalidé court terme si on passe sous les 32,70 et moyen terme si on passe sous les 26. Attention encore une fois à la taille de position sur Athos. On repart sur des valeurs quand même un peu plus qualitatives. Sword, qui a breaké notre fameuse oblique, souvenez-vous, elle a breaké et elle fait le pullback dessus. Donc il faut attendre la fameuse congestion et on verra. Si plus, si affinité. Pour le moment, il y a la cassure, donc là aussi, il n'y a rien à faire. Si on arrive à s'installer au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, on pourra tenter le break et jouer une éventuelle continuation. Eutelsat, malheureusement, la dégradation s'est poursuivie. On en a parlé la semaine dernière ou celle d'avant, je ne sais plus. Et je vous avais dit, voilà, c'était ici. Vous avez dit pullback ici, attention, ouais, le vendredi 23, donc c'était il y a 2 semaines. Vous avez dit pullback, attention, et derrière, poum, et là aujourd'hui, on perd 15%. Donc il n'y a plus grand chose à faire. Tant qu'on ne se remettra pas sur de bonnes dispositions, tant qu'on repassera pas au-dessus des 3,65€, voire 3,75€, 3,80€ même, eh bien,
pour moi, il faut quand même globalement rester sur le côté, sur cette valeur qui reste une valeur malgré tout qui a des difficultés. Clara Nova, là voilà, ça fait partie par contre des trades qu'on a réussi ces derniers jours. Avec le salon aussi, avec notamment la congestion ici, derrière le break, donc hier elle a pris 8% je crois en séance, donc on a pris jusqu'à 11%, donc voilà, le stop est mis à break-even maintenant, il est protégé, et voilà, on verra. Problématique c'est qu'on le sait là-dessus, on peut prendre une mèche, on peut avoir une mèche basse, on peut avoir, voilà, mais pour moi, malgré tout, c'est quand même pas si mal que ça, Clara Nova, et tant qu'on tient l'oblique ici en pointillé, on peut avoir des espoirs pour, pourquoi pas, aller chercher encore des plus hauts. Quels sont les objectifs? On en a dépassé un ici, mais voilà, j'ai cette zone. C'est ambitieux, hein, je l'admets bien volontiers, c'est ambitieux, mais j'ai cette zone quand même des 3,70 €, 3,80 € qui serait peut-être à moyen terme une belle zone. On voit aussi le beau retournement de la M200 et la construction au-dessus de la M200, donc toujours des signaux de qualité. Rémi Cointreau, on fait le suivi. La semaine dernière, vous avez dit ça a du mal, c'est un tout petit peu mieux, donc pourquoi pas, mais voilà, il va falloir s'affranchir de cette grosse zone ici, au-dessus des 51 €, 52 €. Voilà un peu grosso modo ce qu'on peut dire. Il y a du mieux, voilà, on a quand même briqué cette oblique là, on est en train de construire, ça fait partie des valeurs aussi qu'il va falloir suivre. Si à un moment donné on a une performance du CAC, alors Rémi Cointreau, sauf erreur de ma part, n'est pas dans le CAC, mais voilà, ces valeurs-là un peu plus connues, on va dire, un peu plus bon père de famille qui ont été massacrés, je pense aussi à Pernod, je pense aussi à toutes ces valeurs-là, qui pourraient, je l'espère, reprendre un petit peu de souffle, pourquoi pas, et repartir, je l'espère, à la hausse. On continue parce que, évidemment, comme d'habitude, j'ai pris du retard. On a Dassault Systèmes. Donc, Dassault Systèmes, je vous renvoie sur la vidéo de la semaine dernière pour l'analyse long terme. On a un petit peu, bégayé, on va dire, cette semaine, mais c'est pas mort. Voilà, c'est pas pour autant mort. Voilà, on est toujours quand même. Voilà, la construction, par contre, risque d'être peut-être un petit peu plus longue. Voilà, on peut avoir peut-être une construction qui pourrait ressembler à ça avant, je l'espère, d'avoir le break et de repartir. Voilà. Tant que vous maintenez la zone des 30,50 €, pour moi, sur Dassault Systèmes, il y a, bien sûr, on est toujours dans la construction là aussi. Par contre, ça fait partie des valeurs qui pourraient, bien sûr, aider la surperformance du CAC notamment. Donc voilà pour Dassault Systèmes. Alors, on continue avec une valeur dont je vous ai, je crois, je sais plus si vous en avez parlé ou pas, je crois pas, qui est, alors je vais essayer de le prononcer pour nos amis, de prononcer correctement pour nos amis. C'est une action que je suis beaucoup, qui est Swinsco. Je crois que Swinsco, je crois que ça se prononce comme ça. Vous me direz, mes amis belges, en commentaire. Donc c'est de la chimie. Donc c'est un trade que l'on a également en cours, donc c'est une valeur qui a été introduite assez récemment, puisque ça a été introduit fin de l'année 2023, et ce qui est plutôt intéressant, c'était ça, voilà, je trace comme un sagouin, comme d'habitude, voilà, très propre, donc le biseau descendant, et là on a tenté la cassure, donc il y avait une petite congestion qui était plutôt sympa, double top, comme d'hab, hein, vous connaissez le setup, double top, voilà, ça va pas vite, c'est pas nerveux, non, inside bar, pardon, pas double top, inside bar, pardon. Donc du coup, on est rentré au-dessus. Et voilà, on essaie d'accompagner. Je sais pas combien de temps ça va tenir. Il y a la M200 là, qui est juste là, qui est en train de s'aplatir. L'objectif, c'est évidemment de la passer et de construire au-dessus. Pour éventuellement relancer. Donc la config est plutôt pas mal. Vous avez également une zone de gap ici à aller chercher. Donc voilà un petit peu les différents objectifs, l'entrée de gap et éventuellement la clôture. De CRSI. Bon, on en a parlé... pas mal hein, ces dernières semaines. Belle perf. Donc voilà, le double top là aussi qui a été fabuleux. Derrière, la cassure du double top a engendré quand même une hausse de 44%. J'attendais la consolidation ici. On l'a jamais eu. On a eu une toute petite consolidation là, mais on l'a jamais eu. Par contre, il semblerait qu'on puisse l'avoir là. Donc ça va se suivre éventuellement la semaine prochaine. Donc c'est pas mort. Si on a une AQ.haut, on peut avoir éventuellement un redémarrage en cas de cassure vers le haut pour de ce RSI. Donc à suivre encore. Osimmuno, c'est spéculatif, mais la congestion se regarde.
Voilà. Alors, la config de moyen long terme, elle n'est pas exceptionnellissime. Mais comment dirais-je, la congestion très court terme, par contre, elle n'est pas dégueu. Voilà, avec ça. Voilà, attention à la taille de position parce que là, vous pouvez avoir bien sûr, une news qui fait mal. Donc attention bien sûr à la taille de position. Mais voilà, en cas de break, ça pourrait ressembler à quelque chose. Voilà, vous avez cette congestion là. Donc à suivre, en cas de passage au-dessus des 6,64 €, vous pouvez avoir éventuellement un peu de spécu pour revenir aux alentours des 7,20 €, 7,30 €, la moyenne mobile à 200 jours. Et ensuite, un petit peu plus si affinité, nous verrons. Vous avez ce niveau d'objectif là, et après un petit peu plus encore si affinité. Nano, c'est également nano spéculatif. Donc on en a pris un petit peu sur MTT également, mais là c'est pour jouer un mouvement très court-termiste. Le setup, bah, vous le connaissez, c'est un peu, ça ressemble à Aventium que je vous ai présenté la semaine dernière. Le même setup que Aventium. Vous reprenez la vidéo de la semaine dernière, c'est exactement, c'est le même pattern, la même configuration, et j'ai fait exactement le même trade. Et donc là, voilà, congestion, inside bar, voilà, regardez les volumes, regardez. Vous avez vu les volumes là? Cette journée-là, ici là, donc correspond à cette bougie-là, c'était la journée où il y avait eu le moins de volume depuis, je sais pas, depuis un petit moment. Et derrière, boum. Donc, réduction de volatilité, réduction des volumes, on achète au-dessus, et derrière, vous faites un beau décalage. Alors, le décalage, il paraît pas, quand vous le voyez comme ça, vous dites quoi? C'est un décalage de 1 ou 2%, pas plus. Non, là-dessus, sur Nano, c'est un décalage de jusqu'à 8%. En une séance, hein, 8%. Donc, voilà. Évidemment, on ne peut pas avoir les mêmes tailles de position que sur du LVMH, du Airbus et du Essilor, j'ai pas dit ça. Et le risque n'est pas le même en face aussi, il faut bien le dire. Mais malgré tout, voilà, sur une petite taille de position, ça fait plaisir. Quand vous mettez 1%, 2% de votre portefeuille et que en 24 heures, vous faites un décalage de 8%, bah vous vous dites c'est pas mal. Vous pouvez vendre la moitié. Et après, bah, si vraiment ça veut spéculer, si vraiment Nano veut commencer à engendrer un trade haussier comme ça, consolidé, etc., bah, vous avez une moitié de position que vous allez accompagner et sur laquelle vous pouvez peut-être faire un très gros trade. C'est comme ça que je vois l'investissement spéculatif, on va dire, en bourse. Online. Alors, toujours en difficulté, hein, il n'y a rien qu'à changer, bien évidemment. Toujours en difficulté. On notera simplement le seul point positif sur Worldline, on notera bien entendu la congestion. Donc là aussi, il y a, alors certains m'ont dit il y a un faux breakout sur un potentiel faux breakout sur Worldline, c'est-à-dire ici. Alors la réponse ici. Donc la réponse, est-ce que ça c'est un faux breakout? Alors la réponse est oui, mais pas tout à fait. Parce qu'un faux breakout, je vous rappelle les amis, que ça se produit au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours et si possible qu'elle soit minimum plate, voire haussière. Voilà. Donc, sans ça, oui, c'est effectivement un setup de faux breakout. Et encore une fois, il faut le valider pour que ce soit validé. Mais il manque quand même ce critère-là qui est important pour augmenter vos probabilités de réussir. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui me disait, alors, Worldline, moi, c'est une action, vous le savez, je trade beaucoup Worldline. Je trade beaucoup, mais trader beaucoup online, ça ne veut pas dire la garder en fond de portefeuille, c'est pas ça, hein, trader beaucoup online. Je trade beaucoup online parce qu'elle est capable, sur quelques heures, de faire des gros décalages. Donc quand j'ai des signaux haussiers de très court terme en intraday, je les prends. Parce que voilà, vous pouvez faire un décalage de 2, 3, 4% avec un carnet d'ordre quand même assez plein. Parce que là, vous voyez, hier par exemple, vous avez eu 11 millions d'euros d'échangés. Vous avez de quoi mettre. Et vous voyez, c'est une valeur. Voilà, là, en 3 jours, là, vous avez l'impression, quand on regarde le graphe, vous vous dites, ouais, Worldline, elle a même pas rebondi, là, elle a rien fait, voilà. Sauf que quand vous zoomez en intraday, bah, en 3 jours, Worldline, elle a repris 10%, pratiquement 11%. Donc, voilà, il y a des choses à faire. Et pourtant, là, il n'y a pas beaucoup de congestion. Hein. Il y a des fois où vous avez des accélérations. Là, comme ici, vous voyez, entre le 27 février et le 10 mars, vous avez eu 30% d'augmentation. Alors évidemment, il faut pas accumuler à la baisse hein, dans ces valeurs-là. Moi, je traite juste du momentum très court terme. Mais il ne faut pas confondre. Encore une fois, c'est le problème, c'est que la plupart des gens on vit en 2025 dans un monde où il faut faire des raccourcis sur absolument tout. Tout n'est pas toujours tout blanc, tout n'est pas toujours tout noir.
des fois c'est un petit peu gris, et souvent même c'est beaucoup gris, et donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que vous tradez une action très régulièrement, pratiquement tous les jours, moi Worldline c'est pratiquement, j'exagère, pas tous les jours, mais un jour sur deux, franchement, un jour sur deux, dès que je vois des signaux positifs sur Worldline, je la trade, parce que voilà, mais c'est pas pour autant que j'ai un avis méga positif sur Worldline, que ça va aller à 8000, etc., etc. Voilà, il faut avoir conscience de ça aussi. Dans le discours. Fugro, c'est baissier. C'est baissier, ça tente. Voilà. On est sur une tentative, donc nous, voilà, ça fait partie des trades qu'on a en cours. Mais ça veut pas pour le moment. Voilà, il y a la congestion, mais là, n'oublions pas, voilà, on est en contre-tendance hein, là-dessus. On tente un truc difficile, pour ça que là-dessus, dès qu'on a le premier mouvement, on se protège le plus rapidement possible parce que c'est la contre-tendance. D'accord ? Faut bien comprendre que de jouer ces mouvements-là, qui finissent par se retourner, là, c'est beaucoup plus difficile que de jouer des mouvements comme ça. C'est pas parce que c'est plus difficile qu'il faut pas les essayer. Quand il y a des bons ratios gain-risque, etc., il faut essayer. Voilà. Mais c'est évidemment plus difficile. Il faut avoir conscience de ça. Ok ? Donc Fugro, voilà, pour le moment c'est un tout petit peu mieux. Il faut surtout tenir voilà, cette zone des 10,67, 10,80, voilà, tout dépend un peu. Mais voilà, et l'objectif, dans un premier temps, c'est de revenir sur ce niveau de résistance ici, que je vous mets, si vous le voulez bien, en rouge. Et si on arrive à breaker, à ce moment-là, éventuellement, on peut tenter quelque chose. Ivens, il y a une AQ.O. AQ.O sur Ivens. Voilà, très belle AQ. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal, on avait beaucoup parlé de cette figure-là, mais là, effectivement, il y a une belle accumulation à suivre à Events. Voilà, fait partie des valeurs qui peuvent éventuellement breaker et relancer pour revenir, pourquoi pas, vers ce niveau-là des 10 €, on va dire, grosso modo. Donc Events à suivre, on part aux États-Unis avec Stoneco, que je vous ai proposé la semaine dernière, qui est toujours dans la figure. Voilà, donc on commence, vous voyez, on avait tracé un peu à l'arrache, mais on commence à avoir des figures. Donc a priori, ce serait plutôt un triangle ascendant. Voilà. Et on va suivre toujours la figure. Clac, clac, pour jouer le break par le haut. Danaher, petite dédicace à mon ami Laurent, qui connaît bien cette valeur. Danaher. Donc Danaher, pour moi, hein, vous êtes sur quelque chose qui peut encore prendre un peu de temps dans la construction. Voilà. Donc pour moi, on est sur clairement une valeur qui est en 10. Alors c'est haussier hein, sur le long terme, il n'y a pas besoin de vous regarder le graphe, vous comprenez que c'est haussier. Mais vous êtes sur une valeur qui va très certainement avoir besoin de digérer. Voilà. Donc plutôt en effet des achats à proximité du bas de la figure de congestion. D'accord ? Plutôt des achats à chaque nouveau plus bas, des accumulations. Et idéalement bien sûr ici. Voilà. Idéalement même proche de la moyenne mobile à 200 mois, donc plutôt des accumulations, et plutôt ici, à minima de l'allègement, ou éventuellement remonter des stops sur le haut de la figure. Voilà. Et l'objectif quand même in fine, c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir quelque chose comme ça, voilà, et in fine, voilà. Donc l'avantage, c'est que si vous accumulez sur le bas, ben, vous pouvez alléger sur le haut et vous pouvez quand même jouer les décalages, même si vous êtes long terme. Mais le graphique à long terme, pour moi, c'est de la hausse. Hein. D'accord. Le graphique à long terme, pour moi, c'est d'aller chercher un nouveau plus haut historique un jour ou l'autre. Netflix, magnifique, mais n'y allez pas. Sur du long terme, voilà, n'y allez pas. Ça va finir mal, je vous le dis de suite. Voilà, ça va finir mal. Alors, mal, tout est relatif. Quand je dis mal, ça va pas faire ça. Hein. C'est très peu probable. Hein. Quand je dis mal, c'est que vous risquez à un moment donné d'avoir ce mouvement-là, qu'il s'arrête ici, ce mouvement-là doit à un moment donné corriger. C'est obligatoire. D'accord. Donc vous devez avoir un mouvement correctif qui sera à la hauteur de l'amplitude que vous avez eue au départ. Bien comprendre ça. Ok ? Donc à un moment donné, vous allez avoir une figure de consolidation-congestion qui va se mettre en place. Et le problème, c'est que si vous investissez là, vous risquez pendant des mois, voire des années, de vous faire balader et d'immobiliser du capital qui va trop rien faire. Pour du long terme. Pour du court terme, quelqu'un qui va faire voilà, du trading sur quelques jours, sur quelques heures, voilà, éventuellement, bon là il n'y avait pas forcément
Il n'y avait pas forcément de setup. Mais éventuellement, voilà, vous pouvez toujours vous dire, ben moi je prends les cassures de plus haut, je mets un stop sur le dernier plus bas, et je continue d'accompagner jusqu'au moment où l'action se retourne et je sors. Mais voilà, pour moi, il n'y a pas grand-chose de plus à faire que ça. PayPal, c'est intéressant ce qu'elle est en train de faire. Elle a eu des difficultés, mais elle est en train de se remettre. Regardez un petit peu le graphique mensuel. Très intéressant, la mèche basse ici. Et là, on est en train de se reprendre. Il y aura vraiment un truc intéressant si on dépasse les 74,15 $ pour revenir dans l'objectif de revenir dans la zone ici des 90 $. Voilà. Et ce que j'espère moi sur PayPal, c'est effectivement, vous avez eu ce gros excès baissier, vous avez eu le biseau descendant, la cassure, le pullback, on revient ici, on refait une congestion, et ensuite, on va vers le nord. Voilà ce que j'espère comme configuration sur PayPal Holding. Ok? Voilà pour PayPal. Alibaba, alors on m'a dit tu la suis plus. Non, c'est pas que je la suis plus, pas du tout. J'en ai toujours d'ailleurs en portefeuille, moi. Mais il n'y avait pas forcément de choses à vous montrer. Là, ça commence à être différent. Ça commence à être différent puisque, en effet, nous sommes sur quelque chose qui est en train de réduire la congestion. Donc ça, il va falloir surveiller parce que cette congestion-là, si elle continue de s'éterniser, ça pourrait nous donner un petit signal pour breaker par le haut, revenir aux alentours des 148 $ et éventuellement attaquer une nouvelle dynamique haussière, et éventuellement attaquer un nouveau cycle haussier. Donc évidemment, il va falloir que la Chine ça aille avec les États-Unis, etc. Bien sûr, il y a plein de facteurs différents. Mais malgré tout, pour le moment, pour moi, c'est plutôt pas si mal que ça. Nike, pour moi, c'est pas si mal que ça non plus. Hein, on a deux bougies plutôt positives. Et on a une réduction de la volatilité. Vous voyez, on a une bougie mensuelle qui est à l'intérieur de la précédente, qui est elle-même à l'intérieur de la précédente. Ce qui dénote une congestion et une construction en cours. Et d'ailleurs, on la voit bien, c'est très clair, y compris sur un graphique journalier. Voilà. C'est vraiment pas mal du tout. Donc moi, je trouve que tout le monde a enterré Nike. Peut-être un chouïa trop vite. À voir. À voir. Et Nvidia, avant de passer au titre à suivre, bon, ben Nvidia, c'est extraordinaire. Hein. C'est costaud, voilà, très costaud pour le moment, c'est très ferme. Voilà. Il va falloir maintenant breaker ça. C'est la dernière zone pour moi à breaker. C'est-à-dire la zone des 143, 144 $. Si on passe les 144 $. ATH. Par contre, je vous le dis, si ça part, donc si les indices, etc., qu'on va dans le bon sens, on va retrouver les ATH. Ce sera le cas aussi certainement pour Nvidia. Par contre, je vous le dis, cassure du top ici. Voilà. Vous faites attention, s'il vous plaît, dans cette zone-là. Si on y va, vous faites attention, s'il vous plaît, dans cette zone-là. Ok? Voilà. Mais c'est à peu près tout. Donc voilà pour Nvidia et le titre à suivre. Alors, le titre à suivre, c'est un titre qu'on a suivi précédemment, c'est Clariane. Hop. Ouais. C'est Clariane, alors souvenez-vous, ouais, Clariane, on la suivait beaucoup ici, on avait suivi la cassure, on avait suivi l'autre cassure ici, bon bref, vous vous en souvenez très certainement pour les plus anciens. Et là à nouveau, on a un truc sympa. Donc voilà, on a la petite zone ici, donc éventuellement à suivre de près pour aller rechercher donc la cassure des 4,20 € et pour aller éventuellement chercher les plus hauts ici à 4,57 et après plus si affinité, on est clairement sur le pattern avec là aussi le retournement de la N200, etc. Donc pour moi, Clariane, c'est un titre à suivre. Évidemment, il peut y avoir un petit peu c'est un aspect spéculatif aussi. C'est volatile. Il ne faut pas avoir là aussi, encore une fois, la taille de position la même que sur des grandes capitalisations. Mais en tout cas, ça fait partie des valeurs qui peuvent également continuer de performer ces prochaines semaines. Et puis le screener Trend Following qui est ici, vous pouvez faire une capture, vous pouvez également le récupérer le code qui est dans l'espace membre donc du podcast de la bourse. Qu'est-ce que je voulais vous dire sur les 2-3 vidéos que je vous prépare? Il y a une vidéo
Il y a beaucoup de vidéos. Il y a une vidéo sur les 7 magnifiques qui arrivera très certainement au début du mois de juillet, donc avec Hibou, Marie de Hibou, qui va venir faire certainement l'analyse fondamentale et moi l'analyse technique, un peu à l'image de ce qu'on avait fait sur la Chine, qui avait été très appréciée cette vidéo. Il y a une vidéo sur le Luxembourg également qui va arriver, une vidéo géniale, franchement ne la ratez pas, sur l'investissement au Luxembourg avec un gérant de Generali Luxembourg qui a été, avec qui on a fait l'interview avec Olivier de Rutia. Il y aura également bien sûr une vidéo crypto également qui va arriver, et dans le cadre de la vidéo crypto, il y en a certains qui m'ont demandé une vidéo tuto pour ouvrir un compte chez Bitvavo. Vous savez que c'est mon partenaire, les retours sont exceptionnels hein, sur Bitvavo, c'est vraiment une super appli, et voilà, je vous invite, là aussi il y a un bonus d'ailleurs de 20 € pour ceux qui veulent se lancer. Bref, donc il y aura certainement, je vous mettrai à disposition, je ne sais pas comment, si je vais le faire sur YouTube ou pas, mais je vous mettrai également à disposition ça. Voilà pour les... Je crois que je vous ai tout dit à peu près. Non, on se retrouve bien sûr, c'est la dernière chose que je voulais vous dire, on se retrouve bien sûr le week-end prochain si tout va bien, vendredi prochain. Je vous embrasse bien fort. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé du coup le format du jeudi soir. Si c'est quelque chose que vous voulez faire également plus régulièrement, moi ça me dérange pas aussi de décaler de temps en temps, peut-être on alternera, à voir. Voilà, je vous embrasse bien fort, très bonne soirée, et à la semaine prochaine, ciao.